Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à Star 21 TV. Bienvenue dans ce 21h. Tout de suite, le sommaire. L'Union des forces démocratiques de Guinée rafle ce samedi la mairie de Ratoma au compte de l'installation des exécutifs communaux dans la capitale. Et puis pas d'audience, pas de communiqué hier vendredi. Il leur a fallu attendre la fin de la journée pour informer qu'une décision écrite serait transmise d'ici la fin de l'année aux avocats de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé pour leur probable liberté provisoire. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bienvenue à tous. Je vous l'annonçais en titre, 10 mois après les élections communales, les conseils communaux des communes de Ratoma et Matoto ont été installés ce samedi même. À Ratoma, l'Union des forces démocratiques de Guinée a remporté Souleymane Tarandialo, ancien président de la dite délégation spéciale, devient maire de la deuxième plus grande municipalité de Conakry face au candidat Mamadou Bailo Diallo de l'UFDG Renouveau de Baouri. Cette voix, Almami Lansana Souma du PEDN, une voix, et Ndiaye Diawo du RPG Arc-en-Ciel, 3 voix. À noter que sur les 45 votants, il y a 4 bulletins nuls. Mes priorités, elles sont nombreuses. Vous le savez que tout est à construire, tout est à faire. Et nous avons des problèmes d'eau un peu partout. Nous avons des problèmes d'emploi. Nous avons toutes sortes de problèmes. En fait, les écoles pour les petits-enfants. Et la santé, l'assainissement est incontestablement un problème sérieux. Et à Ratoma, vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement, combien la commune était, celle qui était la plus propre, à un moment est devenue pratiquement la plus sale. Dieu merci, et le travail est en train de se faire, la commune est en train de reprendre des couleurs. Kalemodo Yansane de l'UFDG et Mamadou Batos Camara du RPG Arc-en-Ciel sont à couteau tirés pour la tête de l'exécutif communal de Matoto. Au terme d'un vote des 45 conseillers dans la salle, le candidat de l'UFDG aurait eu 23 voix contre 22 sur son challenger du RPG Arc-en-Ciel. Suite à cela, les réactions ne sont pas fait attendre au niveau du camp des deux candidats qui se réclament tous victorieux. Oumar Sow pour le compte-rendu. C'est une délibération des résultats issus de l'élection des 45 conseillers qui s'est aussitôt transformée en un champ de bataille entre les partisans des deux candidats pour la mairie de Matoto. Chacun se réclame victorieux de la dite municipalité. Déjà, les dépouillements ont été faits dans les règles de l'art par l'administration. Et déjà, le candidat du RPG Arc-en-Ciel, à ma personne, Mamadou Batos Camara, avec l'Alliance, l'UFR, nous avons enregistré les 23 voix. Mais déjà, quand ils ont constaté que les 23 sont là, ils ont demandé de reprendre les décomptes. Au moment du décompte, directement, ils ont semé la pagaille. Donc, c'est ce qui a amené tous ces toyoboyi. Même les bulletins de vote n'ont pas été épargnés. Ils ont été déchirés. Face à cette contestation, le président de la séance a quitté la salle sans donner le nom du maire élu. Mais au vu des décomptes, le candidat de l'UFDG en la personne de Kalemodo Yansane devrait briguer la fonction de maire. Depuis 10 mois, nous sommes dans un processus électoral qui a pris fin aujourd'hui par l'élection officielle du maire de Matoto qui s'appelle Kalemodo Yansane de l'UFDG. Un climat de tension qui a fait que les vice-maires n'ont pas été élus au moment où nous quittions les lieux. Les forces de l'ordre cherchaient à calmer les uns et les autres. Clôture vendredi de la journée nationale des auditeurs. Cette deuxième édition a connu une grande mobilisation au Palais du Peuple. C'est une initiative de Cyprès Prod, une occasion pour le président de la structure organisatrice de rappeler l'importance du thème de cette année. Depuis la libéralisation des ondes, nous assistons à une floraison de radios à l'influence de la nouvelle technologie de l'information et de la communication qui, sans doute, peuvent construire ou détruire. C'est pour cette raison que le thème de cette deuxième édition des Journées des auditeurs est intitulé comme suit. Un mot peut tuer, un mot peut guérir. Chers auditeurs, chers communicants
des partis politiques. On parle de liberté d'expression, cela ne veut pas dire que rien n'est défendu. Si chacun est libre de parler, chacun est donc obligé de filtrer ses propos, de privilégier la République, car un mot peut tuer, un mot peut guérir. Il n'y a pas de liberté sans loi. Il n'y a pas de liberté sans respect mutuel. Nous devons agir dans un esprit de redevabilité car notre société devient de plus en plus vulnérable. Et cette journée qui célèbre les auditeurs en Guinée a été mise à profit par les auditeurs de revenir sur le caractère sensible de leur rôle, d'où cet appel à la responsabilité. Ansa Diawara est porte-parole des auditeurs. Suivez. Cette seconde édition de la journée des auditeurs porte sur le thème « Un mot peut tuer, un mot peut guérir ». Cette thématique a tout son sens aujourd'hui en Guinée pour l'instauration d'une paix effective, de la cohésion, de la solidarité au profit de tous les Guinéens. Guidons la presse, les politiques, apprécions les bons actes posés, soutenons des bords politiques et défendons les citoyens à la base. Avec la création de beaucoup de radios publiques et privées, c'est nous qui intervenons sur ces radios de leur ouverture à 5h30 du matin à leur fermeture à 0h. Nous participons activement donc à la vie de la nation guinéenne. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a beaucoup de dérapages dans nos propos lorsque nous intervenons. Ces dérapages sont souvent de nature à cultiver la haine de l'autre, à porter atteinte à la personnalité des uns et des autres, à créer l'instabilité et la violence, à saper donc notre démocratie naissante. C'est pourquoi la thématique de cette seconde édition a tout son pesant d'or sur le comportement de tout un chacun, singulièrement nous auditeurs. Avec la formation reçue à cette occasion, nous promettons de faire de nos interventions des informations aimables. Présent à la cérémonie, le ministre de la Jeunesse a interpellé les Guinéens à la responsabilité, surtout en cette période de crise. Mouktar Diallo est au micro de Mbemba Bangoura. Je pense assurément que les organisateurs de cet événement ont voulu justement, à travers ce thème fort éloquent, faire écho à la situation qui a prévalu ces derniers temps. Face à l'enchaînement des crises, les déferlantes de propos de plus en plus inappropriés, à défaut d'être souvent haineux, et le cortège de victimes directes et de victimes collatérales qu'une telle atmosphère dégage forcément. Je voudrais interpeller ici la responsabilité des différentes forces sociales et politiques de ce pays sur ce que j'appelle la mise en danger du vivre ensemble. En effet, l'instabilité sociale et les tensions qui demeurent, encore avec des soubresauts de ci et de là, et maintenant toujours une atmosphère de psychose collective, doivent frapper notre moi profond de Guinéens, notre compréhension stricte de la citoyenneté et notre conscience morale. L'éducation guinéenne est depuis quelque temps dans l'impasse, un secteur essentiel pour le développement d'un pays, chose que recusent de nos jours plusieurs personnalités dans le pays. Suivez ce reportage signé Aliou Diallo. La Guinée n'est-elle pas au bord du gouffre sur le plan éducatif? En tout cas, ces multiples crises en disent long. Un secteur aussi important que l'éducation est loin de connaître une qualification attendue. On ne doit pas s'amuser avec l'école.
J'aimerais bien que tout le monde comprenne de quoi on est en train de parler. Tout ce qu'on est en train de dire, machin, les relations avec Tatampion, avec Paul, non, où est la Guinée? La Guinée, c'est l'école. L'école. Donc j'estime qu'on ne peut pas plaisanter avec ça. J'estime qu'on ne peut pas se mettre sur ces ergots pour dire, voilà, s'ils n'ont pas fait ça, nous, on ne fera pas ceci, ou ceux-là, s'ils n'ont pas fait ça, nous. Et puis on est là depuis 1 mois et demi, 2 mois, on tourne en rond. Face à la grève des enseignants, le Premier ministre n'entend pas accéder à leurs demandes. Nous sommes régis par des lois, nous sommes régis par des principes. Chacun doit rester dans ce cadre-là, c'est très important dans la vie d'une nation. Si on ne reste pas dans ce cadre-là, on risque de commettre l'irréparable. Que Dieu nous en garde. Le chef de gouvernement, comme vous venez de le dire, il a montré sa position par rapport à cette grève. Et je crois qu'on doit censé comprendre cela. Depuis le début de ce mouvement de grève, les voix s'élèvent pour dénoncer l'inaction des autorités. Un fait que déplorent les leaders de certaines formations politiques. Quand je parle de ce sujet, je ne suis pas à l'aise. J'ai créé la première école privée dans ce pays. Ce n'était pas parce que j'avais rien à faire, mais c'est parce que j'étais déjà en arrivant ici conscient de cela et je me suis battu pour avoir une autorisation pour le faire. Un peu comme un exemple, mais en même temps, avec le souhait que ça peut servir de base, ça a servi à certains d'ailleurs, tant mieux. Il faut reconsidérer le problème de l'éducation. Il faut le prendre au sérieux. Il faut donner les moyens. Le seul souhait des parents d'élèves est de voir la reprise effective des cours dans les écoles. Pendant ce temps, l'éducation guinéenne continue à sombrer dans le chaos. Les actions d'assainissement ne finissent pas actuellement à Conakry. Ce matin, de nombreux jeunes se sont mobilisés pour rendre quelques artères de la ville propres. Cette action civique a été sur la transversale Bambé-Tokipé dans la commune de Ratoma. Aliou Diallo nous fait le point. Rendre la ville de Conakry propre, c'est cela le souhait de plusieurs citoyens. Très tôt ce matin, l'axe Bambé-Tokipé a connu l'affluence de ces jeunes pour nettoyer les grandes artères. C'est une initiative que chaque Guinéen doit prendre en main et se dire, ben voilà, il ne faut pas attendre que l'État puisse venir faire le boulot même à sa place au fait. Donc c'est dans ce sens que nous, on a décidé tout simplement de se réunir aujourd'hui samedi pour lancer cette activité d'assainissement ici, quittant Bambéto jusqu'au niveau du centre émetteur de Kipé. Parmi eux, certaines femmes se sont associées pour assainir. Elles pensent que cette initiative mérite d'être encouragée. En tant que femme, je pense que c'est bien parce que cela nous permet de voir en fait la réalité sur le terrain. On nettoie bien chez nous, mais c'est bien aussi de nettoyer autour de nous et on l'a fait en tant que citoyen et c'est le civisme d'un chacun. Dans ces derniers temps, beaucoup d'actions sont menées pour rendre la ville propre, toutes choses qu'apprécient de nombreux citoyens. À présent, nous parlons sport. Dans cette édition, 3-0, c'est le score final entre Al Nassr de Benghazi et le Horaya de Matam. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des matchs allés de la Ligue des champions africaine. Le match retour est prévu dans une semaine à Conakry et sur le continent, la CAF a publié ce vendredi la liste des 10 joueurs nominés pour le Ballon d'Or africain 2018. Abdoulaye Momor Fofana nous fait le point. Les Rouges et Blancs de Matam se déplaçaient ce vendredi au Caire pour défier Al Nassr de Benghazi au compte du second tour qualificatif de la Ligue des champions africaine. Après avoir éliminé le Barakouyou, contrôleur du Libéria, les hommes de Patrice Nové avaient à cœur de faire un très bon résultat avant le match retour prévu dans une semaine à Conakry. Mais contre toute attente, le navire des Rouges et Blancs de Matam a coulé dans la flotte égyptienne parce que les Libyens ne reçoivent plus les matchs à la maison. Score final 3-0 pour les locaux. Le match retour est prévu à Conakry dans une semaine. La Confédération africaine de football a procédé à la sortie de la liste des 10 joueurs nominés pour le Ballon d'Or africain 2018. Sur cette liste, on note l'absence du médian guinéen de 22 ans, Naby Keita de Liverpool, et l'un des meilleurs défenseurs du monde, Kalidou Koulibaly, le Sénégalais du Napoli. Voici la liste complète des 10 joueurs nominés. Alex Iwobi, André Onana, Anis Badri, Denis Oyango, Mehdi Benatia, Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang, Riyad Mahrez, Sadio Mané et Walid Soliman. Le vainqueur de ce Ballon d'Or 2018 sera connu le 8 janvier 2019 lors du CAF Award prévu au Sénégal.
Restons toujours dans la rubrique sport. Le spécialiste maison Abdoulaye Momo Fofana était dans le bulletin de ce samedi avec Lansana Traoré pour apporter des précisions sur le championnat guinéen. Suivez. Nous restons toujours dans le cadre du sport dans ce bulletin d'information. Nous recevons à présent le spécialiste sport maison. Il s'agit d'Abdoulaye Momo Fofana. Bonsoir. Et bonsoir. Bienvenue. C'est un plaisir. Justement, le championnat guinéen ouvre ses portes déjà dans cette même semaine. Dites-nous un peu quelles sont les informations. Après plusieurs mois d'attente, effectivement, le championnat national de Guinée, Ligue 1 de football professionnel, a repris son cours normal cette semaine sur les différents stades du pays. Déjà le jeudi au stade Filima de Kamsar, le CIK recevait les éléphants de Koléa 1-0 en faveur du CIK. Et également hier vendredi sur les différents stades du pays, ce championnat s'est poursuivi. Le Afia au stade du 28 septembre a été contraint au nul face au Santoba FC de Koléa. Score final 2-2 entre ces deux formations. Et également au stade de la mission Kaloum, le coq de Koya, le promu qui vient de rejoindre l'élite du football guinéen, s'est imposé sur le score de 2-0 face à l'association sportive des forces armées de Guinée. Et également au stade Kanko Moussa de Siguirin, la SAC de Siguirin recevait l'AS Kaloum, score final 0-2 entre ces deux formations. Ce samedi au stade de la mission de Kaloum, le Felo Star reçoit la Renaissance FC de Koléa. Et également demain dimanche, Gangan reçoit Wakria du côté de Kindia. Et également ce même dimanche au stade du 28 septembre, le satellite reçoit le Horea de Matam. La Ligue 1 reprend justement en Guinée avec ce championnat de football. Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui va être la particularité de ce championnat cette année? La particularité, vous savez, la saison dernière, Kerfala Kamara KPC, président du AFIA, était encore président de la Ligue guinéenne de football professionnel. Vous savez, contrairement aux années précédentes, maintenant nous avions une Ligue de football professionnel qui organise les championnats de 2-1 et de 2-2. Maintenant, en fin de saison, Kerfala Kamara a jeté l'éponge et maintenant, il y a eu assez de problèmes autour de cette Ligue guinéenne de football professionnel. Maintenant, le vice-président qui était le général Mathurin a été élu par ses pairs. Maintenant, président de la Ligue guinéenne de football professionnel, il y a eu assez de problèmes autour pour organiser ce championnat. Parce qu'ici, en Guinée, la particularité est que nos clubs n'ont pas de moyens, contrairement aux autres. Et un club, c'est une institution. Mais chez nous, les clubs attendent des subventions afin de démarrer ce championnat. Donc, il est allé rencontrer le gouvernement dans un premier temps pour l'aider à avoir des moyens afin de subventionner ces clubs pour qu'on reprenne le championnat. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'aide. Il a fallu aller voir certains sponsors parce que jusqu'à date, le nom de ces sponsors ne sont pas encore dévoilés. Pas encore de sponsors pour le championnat guinéen professionnel. Et cette autre question, aujourd'hui, nous allons profiter de votre présence. Il y a les 10 nominés pour le Ballon d'Or de 2018 qui a été justement annoncé, mais pour la Guinée, une déception pour bon nombre. Naby Keita ne fait pas partie de ce classement. Et plus loin, il y a un autre grand joueur au football africain aussi. En tout cas, plusieurs Africains n'ont pas leur nom cette fois-ci sur la liste. Quelle analyse justement faire de ce classement? C'est l'une des plus grosses déceptions du football guinéen parce que vu aujourd'hui l'ampleur que Naby Keita est en train de prendre sur la scène internationale, c'est le joueur africain le plus cher aujourd'hui de l'histoire du football. Il évolue aujourd'hui avec le club de Liverpool. Si nous revenons un peu sur la saison dernière de Naby Keita avec son club du RB Leipzig, parce que c'est quelqu'un qui a fait une saison immense, il a été énorme avec son club et cette saison il a été transféré du côté de Liverpool, même s'il y a eu quelques problèmes pour son intégration, mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui à sa place dans le top 10 des joueurs africains. Mais malheureusement, vous savez, la CAF ces derniers temps, ils nous ont habitués à ces choses comme ça. On retrouve des joueurs qui ne méritent pas forcément d'être dans ce top 10 des joueurs africains de l'année. Et si nous revenons un peu en arrière, tu prends un joueur comme Kalidou Koulibaly qui aujourd'hui figure parmi le top 3 des meilleurs défenseurs du monde. Si c'est quelqu'un aujourd'hui qui est suivi de près par tous les plus grands clubs européens. Il s'agit du Grand Barça, le Real Madrid, tous ces clubs suivent de près aujourd'hui l'évolution du joueur. Il ne figure pas sur la liste de ces joueurs nominés, mais on retrouve des joueurs comme Mohamed Salah qui a gagné ce ballon d'or en 2017, des joueurs comme Sadio Mané, Riyad Mahrez, Pierre-Emerick Aubameyang, Alex Iwobi. Mais malheureusement pour nous, Naby Keita, qui figurait autrefois parmi les 34 nominés, ne se retrouve pas dans le top 10 des joueurs. Finalement, le Horea qui prend 3-0, déjà de l'autre côté, qu'est-ce qui va être peut-être la chance du Horea finalement pour
ce tour de Ligue des Champions? Ça serait très compliqué. Vous savez, si nous prenons un peu ce club libyen, Al-Nassr, vous savez, la Libye aujourd'hui, c'est un pays qui est en instabilité politique. Donc, ces clubs et les équipes ne reçoivent plus les matchs à la maison. C'est des clubs qui jouent ces matchs dans ces pays voisins. Donc, l'Orea a été reçu du côté de l'Égypte par Al-Nassr. Finalement, parce que l'Orea partait largement favori, c'est un quart de finaliste. C'est un club aujourd'hui sur le continent est en train de monter en puissance, qui figurait parmi les top 8 des clubs africains la saison dernière. Perdre en Égypte face à Al-Nassr sur le score de 3-0. C'est un coup de tonnerre. Le match retour va se jouer ici à Conakry. Je pense que l'Orea aura, comme le coach le disait hier en conférence de presse d'après-match, le club a toute sa chance ici à la maison de faire sa remontada. Le club a toute sa chance, mais une remontada, est-ce que c'est possible? Je pense qu'en matière de football, il n'y a pas d'impossibilité parce qu'on a vu des clubs qui ont fait des remontadas dont personne ici attendait. Nous verrons un peu sur le Barça qui a pris 4 contre le PSG, remonté 6-2 lors du match retour. On a vu Milan s'incliner lors du match aller face à ce club espagnol. Lors du match retour, on a vu le club faire la remontada. Donc je pense qu'aujourd'hui, en matière de football, vu aujourd'hui l'ampleur du Orea, c'est un club aujourd'hui qui a des joueurs matures, des joueurs qui ont joué la Coupe du Monde, des joueurs qui jouent régulièrement dans leur pays. Donc c'est des joueurs expérimentés. Je pense que l'Orea aura sa chance de faire sa remontada à Conakry, même si ça serait très compliqué. Voilà, merci en tout cas Abdoulaye Momo Fofana de passer sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Page noire dans ce journal, Radia Diamba Condé, sœur aînée du président de la République, le professeur Alpha Condé, a regagné hier vendredi sa dernière demeure. Plusieurs personnalités ont rendu hommage à la disparue. Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition guinéenne et président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, a présenté ses condoléances vendredi 14 décembre au chef de l'État. Il a profité de la présence de la presse au quartier général de son parti pour faire cette adresse tout en précisant qu'il a envoyé un texto au président Alpha Condé à cet effet. L'attente se prolonge pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui attendaient une décision des juges de la chambre préliminaire ce vendredi concernant la question de leur remise en liberté provisoire. La Cour a convoqué jeudi une audience pour évaluer dans quelle mesure la liberté provisoire pouvait leur être accordée. Pas d'audience, pas de communiqué. Hier vendredi, le bureau du procureur autant pour moi, et les avocats de la défense sont restés dans l'espérance. Il leur a fallu attendre à la fin de journée pour être informés qu'une décision écrite leur serait transmise d'ici la fin de l'année, indique une source proche du dossier. Parmi les aspects susceptibles de retarder l'annonce de la décision des juges, le choix d'un pays hôte en mesure de respecter les droits et obligations des prévenus. Le représentant du greffe a indiqué jeudi qu'un État qui entretient une collaboration complète et effective avec la Cour a déjà été approché. Mais ce dernier, précise-t-il, sollicite un peu de formalisme de la part de la Chambre préliminaire. Pour un 5e samedi consécutif, les Gilets jaunes ont organisé des manifestations dans toute la France. Les propositions faites par le président Emmanuel Macron lors de son allocution de lundi dernier n'ont pas suffi à mettre un terme aux revendications. Ce 5e acte du mouvement de protestation inquiète particulièrement les autorités après les violences de la semaine dernière et l'attentat terroriste perpétré mardi soir à Strasbourg, d'où le déploiement des mêmes mesures sécuritaires de la semaine dernière. Mesdames et messieurs, c'est ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre aimable attention et bonsoir chez vous.